France Inter. It's Morning Edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour en Allemagne ce soir. Guten Abend. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zeichnet sich ab, dass die Regierungsbildung Voilà, même si vous ne comprenez pas l'allemand, vous l'avez entendu, Saxe et Thuringe au journal de 20h, c'était hier soir à la télévision allemande. Bonsoir Jeannette Zus. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales, avec nous depuis Berlin, à côté de notre correspondant Sébastien Baer, qui revient justement de Thuringe et qui a des choses à nous faire entendre. On a évidemment été frappé, Jeannette Zus, par les résultats locaux de dimanche. L'AfD en tête d'une élection régionale, en tête pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un gros coup, mais est-ce que c'était pas inéluctable ? Est-ce qu'on l'a pas senti venir terriblement ? Oui, effectivement, les prévisions pour les sondages en fait pour ces élections régionales, ils prévoyaient déjà une ascension tout à fait fulgurante de l'extrême droite. Et c'est comme vous venez de dire, c'est la première fois que ce parti a percé en tel point qu'il a même dépassé la CDU et est venu première force, notamment en Thuringe, et deuxième, mais vraiment de justesse en Saxe. Donc c'est tout à fait à quoi on s'attendait selon les sondages. Mais est-ce que ce qui frappe le plus au fond, c'est ce que vous dites, c'est ce résultat-là, ou est-ce que c'est aussi jusqu'à quel point la coalition Scholz s'effondre, ou est-ce que l'un, au fond, va avec l'autre ? Ça a clairement joué. Après, je dirais qu'il faudrait nuancer dans le sens que les partis qui faisaient partie de la coalition en feu tricolore, c'est-à-dire les social-démocrates, les Verts et les libéraux, et c'était déjà assez faible en fait dans ces Länder. Donc c'est pas non plus complètement nouveau. Par contre, ce qui est tout à fait nouveau, c'est l'effondrement aussi de la gauche, donc l'ancien parti qui suivait l'ex-RDA et l'arrivée avec BSW, donc un autre parti à part donc l'AfD, c'est l'alliance, la Bündnis Sarah Wagenknecht qui a percé également, et c'est que les chrétiens démocrates en fait qui se maintiennent à un niveau plus ou moins stable. Alors on viendra aussi à une autre gauche, un mot quand même puisque vous avez parlé de ceux qui se sont effondrés. Ce qu'on voit aussi, c'est l'effondrement des Verts qui n'ont même pas les 5% nécessaires pour avoir un élu en Thuringe, et au fond on a quand même l'impression de voir dans cette élection exactement ce qu'on a vu aux élections européennes avant. Donc là encore une fois, est-ce que au fond il ne s'est absolument rien passé en Allemagne entre le premier coup de semonce européen et celui de dimanche? Je dirais qu'il y a quand même une différence par rapport aux résultats des élections européennes, parce que pendant les européennes, l'AfD a fait 15,9%, donc c'est à peu près la moitié de ce qui s'est produit dans les Länder de l'Est. Donc il y a clairement une particularité de l'Allemagne de l'Est. Toutefois, il faut prendre en compte un sentiment de mécontentement, un bilan plutôt négatif face à cette coalition en place, et surtout un manque de leadership perçu par une grande partie de l'électorat, notamment sous l'égide du chancelier Olaf Scholz des social-démocrates. La place, si j'ose dire, des 3 morts de Solingen, Jeannette Zus, 3 personnes donc tuées par un Syrien qui se réclamait de l'État islamique, est-ce qu'ils ont fait basculer le scrutin, ou est-ce qu'on peut dire en l'état de l'Allemagne aujourd'hui, et surtout dans ces régions-là, que même sans cet incident gravissime-là, l'AfD était partie pour gagner haut la main en Thuringe et monter très haut en Saxe? Oui, en effet, les sondages auxquels je faisais référence, on les avait avant l'attentat, avant cet incident, et prédisaient déjà cette ascension fulgurante. Donc en fait, ce qui est plutôt curieux, on pourrait croire que ça aurait pu encore booster encore plus l'AfD, mais ça s'est pas produit comme ça. Ça a plutôt reconforté les électeurs qui ont peut-être tergiversé, qui avaient peut-être hésité, mais ça n'a pas représenté un point de bascule fondamental. Vous allez évidemment rester avec nous, Jeannette Zus, mais à côté de vous, il y a Sébastien Baer. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Le correspondant de Radio France à Berlin, c'est vous Sébastien. Vous en revenez de Thuringe. Vous allez pouvoir nous faire une sorte de portrait robot en fait de ce qu'est cet électeur aujourd'hui qui a fait basculer cette région-là. Oui, si on veut le dresser, ce portrait robot de l'électeur de l'AfD, eh bien c'est un homme âgé de moins de 30 ans et qui vit en zone rurale. En Thuringe par exemple, 39% des hommes ont voté pour l'extrême droite contre 28% des femmes. De
plus en plus, la formation apparaît comme un parti, il faut le dire, normal. Beaucoup d'électeurs disent que l'AfD est proche d'eux, qu'elle prend en compte leurs préoccupations, leurs besoins, contrairement aux autres partis traditionnels. C'est de plus en plus ce qu'on observe, un vote d'adhésion, plus uniquement en tout cas un vote de protestation. Alors oui, en Thuringe, en Saxe, les deux régions où le scrutin se déroulait dimanche, l'Office de protection de la Constitution a classé l'AfD comme organisation extrémiste de droite avérée. Mais en réalité, on se rend compte que ce classement n'a que peu, voire pas du tout d'influence. 87% des électeurs, Fabienne, disent que ce classement n'a aucune importance à leurs yeux. Mais alors, les raisons de ce vote, Sébastien, ce qui pousse au fond les électeurs à se tourner vers l'extrême droite? Alors, il y a un thème principal, c'est l'immigration. 6 électeurs sur 10 souhaitent que l'Allemagne accueille moins d'étrangers, des réfugiés à qui certains reprochent de profiter du système, alors que eux ont toutes les peines du monde à boucler les fins de mois. Et puis, même plus de 30 ans après la réunification, certains habitants de l'ex-Allemagne de l'Est éprouvent parfois encore un sentiment d'abandon, même si le chômage diminue, même si le niveau de vie à l'Est rattrape celui de l'Ouest, même si les salaires progressent. Écoutez Birgit, elle a 71 ans, elle vit à Erfurt, c'est la capitale de la Thuringe, et elle a l'impression que sa région est moins bien lotie que les autres. J'en ai assez de ce pays. On ne fait plus rien pour nous, pour les citoyens. Nos voix ne sont pas entendues. Nos écoles, nos hôpitaux sont dans un état lamentable. Partout, il manque du personnel. Il y a des bagarres, des attaques au couteau. Je ne sors plus le soir. Les étrangers viennent dans notre pays et ne font rien. Ça ne peut pas continuer. Je ne reconnais plus mon pays. C'est terrible. Et comme à son habitude, l'extrême droite a fait campagne, Fabienne, sur des thématiques nationales, sans évoquer ou alors très peu les enjeux régionaux en Saxe et en Thuringe, mais peu importe, cela a fonctionné, aux grandes dames évidemment des autres partis. Sébastien, merci beaucoup. Jeannette Zus, en Thuringe, un cordon sanitaire va s'organiser pour pas laisser gouverner l'AfD justement. Est-ce qu'il est vraiment durable et tenable, ce cordon sanitaire? Parce que la leçon, c'est aussi qu'il y a eu un émiettement tel des autres partis. Est-ce qu'on peut vraiment l'imaginer, ce cordon-là? Oui, en fait, ce cordon, il doit tenir. C'est en tout cas ce qu'on exclut, ce qu'on dit les partis établis, les partis démocratiques, notamment les chrétiens démocrates, auxquels il encombe maintenant très probablement de former un gouvernement. La question un peu épineuse, c'est plutôt avec quel autre parti gouverner si c'est pas l'AfD. Donc, et là, en fait, la main devrait se tendre vers cette autre parti que j'ai déjà évoqué. Donc le BSW, le Bündnis Sarah Wagenknecht, l'alliance auprès de cette politicienne, donc Sarah Wagenknecht, qui est une ancienne vedette de la gauche, avec un arrière-plan tout à fait capitaliste. Et en fait, le CDU se voit contrainte de devoir potentiellement gouverner avec cette alliance qui n'est pas moindre radicale sur certains points. Alors, 16% en Thuringe, effectivement, pour ce parti, 12% en Saxe. On va aller très vite, mais enfin, en gros, c'est pro-russe et anti-migrants. Je vais un peu vite, mais enfin, on n'est pas très loin de la réalité quand même. Essayer de créer une majorité avec la CDU, ça semble tellement surréaliste et tellement incompatible, en fait, l'un avec l'autre. Oui, d'autant plus que les chrétiens démocrates ont signé une résolution où ils excluaient justement la collaboration avec l'AfD et Die Linke, donc la gauche, qui est le parti, il faut le rappeler aussi, dont elle est originaire. Oui, il y a ça, mais aussi le parti qui régnait en fait pendant ces dernières années dans le land de Thuringe, certes avec un gouvernement de minorité, mais c'était un parti donc qui était tout à fait arrivé au pouvoir de façon démocratique, qui a été respecté, notamment le ministre-président Bolo Ramelow. Et alors là, on dit, comme ce parti n'existait pas encore auparavant, on n'a pas pu l'inclure forcément dans cette résolution. Donc il y a en fait une sorte de mise en question des salves de critiques vis-à-vis des chrétiens démocrates, à quel point c'est crédible de dire on ne collabore pas avec Die Linke, mais on pourrait collaborer avec cette nouvelle alliance autour de Sarah Wagenknecht. Jeannette Zus, est-ce qu'on peut imaginer une configuration qui serait similaire pour les élections fédérales l'année prochaine? On a entendu Sébastien nous expliquer que l'AfD avait fait une vraie campagne nationale et pas une campagne régionale. Est-ce qu'on se dirige vers une Allemagne, au fond, qui devient une Allemagne ingouvernable parce que les coalitions d'antan, disons-le comme ça, ne sont absolument plus réalisables? On l'a déjà vu avec les dernières élections fédérales qui se sont tenues en 2021 que gouverner en Allemagne, comme c'est le cas aussi dans d'autres pays de l'Europe de l'Union européenne, devient de plus en plus compliqué. On a besoin de plus en plus de partis pour former un gouvernement et justement, ça a été inédit. On a eu besoin de 3 partis pour former un gouvernement. Et ça marche pas. Ces enjeux-là, et ça ne marche pas très bien. Effectivement, la cote de popularité fait que baisser et Scholz, par exemple, a seulement 17% de cote de popularité en ce moment.
effectivement. Mais ce qui est clair, c'est que il y a quand même une particularité de l'Est. Sébastien Baer l'a rappelé. On verra pas en fait des scores de l'AfD autour de 30% pour les élections fédérales, mais il se peut, comme on l'a vu dans des autres élections régionales en Hesse ou en Bavière, que l'AfD va aussi encore monter en créneau et se rassembler et donc pouvoir avoir ces fonctions de prendre les autres partis en fait en tenaille. C'est plutôt ça le problème. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que dans l'actualité en ce moment, Volkswagen est dans une tourmente terrible, pas seulement d'ailleurs à cause du procès sur les fraudes anti-pollution, mais il y a un risque de fermeture d'usine. La sidérurgie est en train de patiner. Intel va renoncer visiblement à son usine de Dresde. Est-ce que l'Allemagne ne s'est pas relevée au fond des transformations et des bouleversements de la guerre en Ukraine qui ont mis à mal son modèle, ou est-ce qu'on est en train de payer au fond des fragilités qu'on n'avait pas vues et qu'on voit parce que cette coalition est fragile? Je dirais qu'il y a un peu des deux, parce que c'est clair qu'il y a des problématiques sur le plan plus structurel, c'est-à-dire un manque d'investissement massif dans l'infrastructure, ce qu'on critique aussi justement par rapport à cette coalition qui se voulait une coalition de progrès, que ce soit social mais aussi d'infrastructure. Mais il y a aussi des effets, comme vous l'avez évoqué, suite à la guerre en Ukraine, où l'Allemagne a dû revenir sur son modèle énergétique et économique, et c'est justement dans ces régions rurales où il y a de plus en plus de précarité que l'électorat AfD a été le plus fort. Ça veut dire qu'il faut réinventer son modèle pour éviter un score encore plus fort. Est-ce que l'Allemagne saurait réinventer son modèle ? C'est toute une question en cours, mais aussi à l'échelle européenne en fait. On essaie de s'engager pour plus de résilience économique et d'être plus fort dans le monde, mais en diversifiant son modèle avec d'autres chaînes d'approvisionnement et pas seulement dépendre de la Russie ou en player dans le monde entier, mais plutôt ratisser plus large. Jeannette Zus, vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales à Berlin et vous étiez avec Sébastien Baer. On vous remercie tous les deux, merci beaucoup. La suite ce soir, ça se passe en Turquie avec des parents qui de plus en plus mettent leurs enfants dans les écoles privées pour échapper au programme scolaire phagocyté par l'État. Et pour aller ensemble jusqu'à 19h, Kevin Dufresne sous les radars. En Hongrie qui interdit les portables à l'école, nouvel épisode de la guerre entre Viktor Orban et les profs. À 18h50, Franck Madbon. Bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Un mois après, l'offensive ukrainienne en Russie a ouvert des brèches, mais dans le Donbass. Hélène au pays des 50 États avec Hélène Chevalier qui nous parle d'Amérique. Salut Hélène. Bonsoir Fabienne, cette semaine je vous emmène au supermarché avec Zelda, cette masseuse originaire du Texas et la reine des promos. Et oui, parce que passer à la caisse, ça peut faire très mal ici. Allez, à tout de suite, ne partez pas trop loin les amis, le tour de la planète continue, il passe par le Royaume-Uni avec Hope Tala. Thank Goodness, c'est un titre qui date de 2024, donc de cette année, qui a eu l'honneur d'être dans la liste des morceaux préférés de Barack Obama. Peut-être parce qu'elle s'appelle Hope, qui sait. All my friends said I would cry, but I still haven't yet. I'm a little bit surprised that I'm wishing you the best. When I think of your true colors, doesn't even make me shudder. Crazy we were so in love, now I couldn't care less. I thought it would kill me if I cut you out. You had me convinced, but when I look back at the picture now, all I really think is thank goodness I really dodged a bullet. Thank goodness not in it yet, I'm through it. Thank goodness thought I'd go back but I didn't do it. Thank goodness. Who'd have thought that I'd be grateful that you're hitting new lows? 'Cause you helped me find a way to make it easy to go. So you can do what you do, keep on making your scenes. This is more about you than it says about me. Thank goodness I really dodged a bullet. Thank goodness not in it yet, I'm through it. Thank goodness thought I'd go back but I didn't do it. Thank goodness.
it. Thank goodness, not in it yet, I'm through it. Thank goodness, thought I'd go back, but I didn't do it. Thank goodness, I'm happy 'cause I choose. C'est en Turquie que nous emmène ce soir le reportage d'Un jour dans le monde. En cette rentrée scolaire, un pays dont les parents désertent les écoles publiques. Chaque année, un nombre croissant de familles, au moins c'est qu'ils le peuvent en tout cas, choisissent l'enseignement privé ou les établissements étrangers. Vous allez vite comprendre pourquoi. Le reste, c'est Marie-Pierre Véraud qui raconte. L'hymne national résonne tous les matins dans chaque école de Turquie. Ce sera bientôt le seul héritage de la République laïque d'Atatürk qui subsistera dans l'éducation, redoute Hüseyin Tosun du syndicat enseignant Eğitim Sen. Depuis l'arrivée de l'AKP au pouvoir, depuis 22 ans, les programmes changent chaque année. Leurs intentions sont claires. L'éducation doit être basée sur la religion. Elle fait partie intégrante de l'enseignement. C'est une pensée qui fait fi de la laïcité, de la sécularisation et qui ignore les sciences. On ouvre les portes en grand aux fondations islamistes et à la direction des affaires religieuses. Avec ces réformes, on a le sentiment de revenir au Moyen-Âge. Républicaine jusqu'au bout des ongles, Gül n'aurait jamais pensé mettre son enfant dans le privé. Mais elle ne reconnaît plus, dit-elle, l'école de son enfance. L'endoctrinement commence dès la maternelle. En Turquie, dans les maternelles publiques, il y a des leçons que dans les religieux, mais tu n'as pas expliqué le Dieu à l'âge de 3 ans. Et j'ai peur que mon enfant va à une école publique dans mon quartier et après un jour il vient, à un moment j'ai peur de l'enfer. Et comment je peux répondre à mon enfant? La peur de l'enfer et les petites filles sont particulièrement visées, même celles qui viennent de milieux laïques en but au harcèlement. Par exemple, tu es une fille intelligente, tu commences à apprendre, mais après, il y a des harcèlements. Vas-y, prends un voile, prends un voile, prends un voile. Et elle ne vient pas d'une famille comme ça. Et après, elle prend un voile, mais elle ne comprend pas pourquoi elle met un voile à l'âge de 7 ans. C'est pas acceptable. Résultat, le niveau de l'enseignement public en Turquie ne cesse de régresser, Hüseyin Tosun. Les matières les plus touchées, ce sont la biologie, la physique-chimie et les mathématiques. La théorie de l'évolution, le darwinisme, par exemple, a complètement disparu du programme du lycée. À la place, ils ont mis des cours de créationnisme. C'est leur grand dada. Les mathématiques ont subi le même sort. Plusieurs heures sont remplacées par des cours de religion. Les intégrales, qui sont si importantes si l'on veut devenir ingénieur, ont été supprimées. Alors, les familles qui en ont la possibilité désertent l'école publique pour inscrire leurs enfants dans le privé ou dans les écoles étrangères, mais cela coûte cher, plusieurs milliers d'euros dès les petites classes. Certains vendent leur maison ou leur voiture pour offrir une bonne éducation à leurs enfants. Le fils de Mehmet va dans un collège privé étranger. Cette année, cela nous revient à plus de 800 000 livres turcs. C'est presque 25 000 euros juste pour l'inscription. Les livres scolaires, les uniformes, vous devez les payer en plus. Les excursions aussi. Tout cela, c'est de l'argent supplémentaire à débourser. Mais il n'a pas hésité. Nous voulons que notre fils fasse ses études supérieures à l'étranger. Et la meilleure manière d'y parvenir, c'est de l'inscrire dans un lycée étranger en Turquie, pour pouvoir l'envoyer ensuite en Europe ou aux États-Unis, peut-être dans des universités britanniques, car notre système éducatif n'a pas bonne réputation à l'étranger. Les universités américaines, européennes ou britanniques ne reconnaissent pas notre baccalauréat. Dans le passé, l'enseignement turc était réputé. Nous avions de bonnes universités, mais aujourd'hui, les universités turques disparaissent des classements mondiaux. La meilleure apparaît dans les 600 premières. Et la situation ne fait qu'empirer. Les cerveaux turcs fuient le pays de plus en plus jeunes, un déchirement pour les familles, mais elles estiment ne pas avoir le choix si elles veulent assurer l'avenir de leurs enfants. Marie-Pierre Véraud pour le reportage en Turquie. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et Kevin, on
reste un peu à l'école, puisque c'est d'abord en Hongrie que vous nous emmenez, où la communauté éducative est en colère. Oui, des milliers de manifestants hier soir dans les rues de Budapest pour soutenir un homme, le proviseur d'un lycée de la capitale, qui a été limogé parce qu'il refuse de mettre en place l'interdiction des téléphones à l'école décidée par le gouvernement pour cette rentrée. Alors en France, une expérimentation commence cette année dans près de 200 collèges. Le portable est laissé à l'entrée de l'établissement. Ça permettrait d'améliorer l'apprentissage. Eh bien en Hongrie, c'est le même principe. Mais ça revêt une importance hautement politique puisque c'est le nouvel acte du conflit entre le corps enseignant et Viktor Orban. Le Premier ministre nationaliste n'a cessé depuis près de 15 ans de réduire le budget du secteur. Il a même supprimé le ministère de l'Éducation nationale. Ce limogeage est donc une goutte d'eau supplémentaire dans un vase déjà bien rempli. Sur l'interdiction du portable en elle-même, le principal syndicat d'enseignants en Hongrie plaide plutôt pour expliquer aux élèves comment utiliser leur smartphone de façon raisonnable. Nous sommes en Asie où plusieurs pays sont gravement touchés par la mousson. Oui, c'est la saison jusqu'à la fin du mois des pluies torrentielles dans les zones tropicales et meurtrières. Au moins 33 personnes sont mortes dans le sud de l'Inde depuis hier au Pakistan. 5 enfants ont perdu la vie d'après les autorités locales. Ces moussons font déborder les lacs, les rivières, les ruisseaux. Rien ni personne n'est épargné tellement le phénomène est violent. À Vijayawada, par exemple, grande ville indienne d'1,5 million d'habitants, la rivière est sortie de son lit et inonde 40% de la surface. 275 000 personnes sont coincées chez elles, du jamais vu depuis 20 ans aux Philippines. Un peu plus à l'est, c'est la tempête tropicale Yagi qui a fait des ravages avec des vents jusqu'à 125 km/h, au moins 14 morts dans des glissements de terrain. Évidemment, le phénomène est saisonnier, mais les scientifiques alertent. À mesure que la planète se réchauffe, ces phénomènes météo sont de plus en plus violents. Et puis nous sommes en Norvège où une campagne de pub a vite disparu des écrans. Ah oui, pas celle que l'on entend là, celle-ci est ancienne, non celle dont je vais vous parler. On ne la trouve même plus sur Internet ce soir. Je vous explique. Voilà 2 ans qu'Innovation Norway, genre d'office de tourisme national public, prépare une campagne pour vanter les mérites de l'alemansretten. C'est un mot qui désigne en fait l'art de vivre en extérieur. Les Norvégiens ont le droit de camper, nager, skier, marcher où ils veulent dans la nature, peu importe l'endroit, à l'exception sans doute des zones protégées. Une promotion à destination des touristes étrangers pour leur donner envie de venir en Norvège. Sauf que, dès que cette campagne est sortie, tollé instantané chez des internautes et même des professionnels du tourisme qui appellent au retrait de cette campagne de peur que trop de monde ne vienne finalement en Norvège, sachant que certaines régions du pays souffrent déjà du surtourisme. Résultat, campagne retirée et beaucoup d'acteurs qui appellent à mettre en place un modèle de tourisme durable. Et oui, comme c'est beau et que c'est bien, il faut pas le dire trop fort. Voilà, surtout n'y allez pas. Kevin, merci beaucoup. Vous partez en faisant un détour par le Portugal. Beaucoup de surtourisme aussi au Portugal. Avec Marisa. Je vais pas dire le titre parce que pardon, mais j'ai peur de faire du mal au portugais. Ah oui, ça date de 2008. En tout cas, c'est du fado, c'est très joli et c'est le choix de Djoubaka, le programmateur musical du 18-20. Sagradas do Tejo, deixa-me beijar as tuas águas, deixa-me dar-te um beijo de mágoa, um beijo de saudade, para levar ao mar. E o mar à minha terra, para levar ao mar, e o mar à minha terra. Minha terra é aquele que é pequenino, é Cabo Verde, aquele que é de meio, terra que na mão um menino, é filho de oceano, é filho de céu, terra
terra de minha mãe, terra de minha cresceu. Nas tuas ondas cristalinas, deixa-me dar-te um beijo. Na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo ao tejo. Um beijo de mágoa, um beijo de saudade, pra vou levar mar, levar a minha terra. Para levar ao mar e o mar à minha terra. Ondas cristalinas, deixa-me dar um beijo. Na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo ao tejo. Um beijo de mágoa, um beijo de saudade, para vou levar mar, levar a minha terra. Le fado de Marisa dans Un jour dans le monde et sur France Inter. Le Monde à 18h49, c'est Franck Medbon. How dare you? Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, en Ukraine, une frappe russe a fait au moins 49 morts aujourd'hui. À Poltava, la Russie intensifie ses attaques depuis une semaine. Et ce soir, vous nous expliquez pourquoi l'offensive ukrainienne en Russie n'a pas freiné l'armée de Moscou, en particulier dans le Donbass. Nous sommes presque un mois après un tournant majeur de la guerre, l'offensive lancée par Kiev le 6 août en Russie, dans la région de Koursk. En déclenchant cette attaque surprise, l'Ukraine a fait le pari que Moscou serait contraint de redéployer une partie de ses troupes pour défendre le territoire russe. La stratégie a en partie fonctionné. D'abord, la Russie a été déstabilisée. L'Ukraine, qui a vécu une année difficile face aux assauts russes contre ses infrastructures énergétiques notamment, a repris l'initiative. Une défaite psychologique, symbolique pour Poutine. À ce jour, l'armée ukrainienne a progressé d'environ 1200 km² en territoire russe, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et Moscou a bien dû retirer d'Ukraine une partie de ses forces pour répondre à l'offensive. Mais l'armée russe a aussi progressé dans le Donbass. Oui, le front n'est plus figé, Fabienne, dans cette région du sud-est de l'Ukraine. La Russie a gagné près de 500 km² de terrain en août, et c'est l'avancée la plus importante sur un mois depuis octobre 2022, donc depuis près de 2 ans. En fait, Moscou a conservé une grande partie de ses troupes dans le Donbass et maintient la pression sur un objectif: Pokrovsk, une des principales villes de la région de Donetsk, 60 000 habitants avant la guerre, la moitié aujourd'hui. Pokrovsk est aussi un carrefour logistique. L'armée russe est désormais à ses portes et elle intensifie par ailleurs sa campagne de bombardement sur les grandes villes comme Kiev, Kharkiv ou Poltava, la frappe du jour qui a fait au moins 49 morts, on le disait. Donc Vladimir Poutine estime qu'il a repris l'avantage. Oui, il l'a dit hier, Kiev n'a pas atteint son objectif d'arrêter l'armée russe dans le Donbass. Le président russe minimise l'offensive ukrainienne à Koursk. Il parle d'une provocation de bandits, de terroristes qui va forcément échouer. Pour son homologue Zelensky, Poutine veut d'abord conserver les territoires occupés. Il ne pense pas à protéger son peuple, fermez les guillemets. Le dirigeant ukrainien concède ainsi que sa stratégie n'est pas un franc succès. Tous ses officiers racontent que la situation à Pokrovsk est très inquiétante. La ville est désormais exposée à l'artillerie russe. L'Ukraine redoute une agonie façon
Barmout ou Avdiivka. D'une manière générale, dans le Donbass, les lignes défensives ne parviennent plus à résister. Elles sont tenues par des soldats épuisés et démoralisés. Et l'offensive ukrainienne en Russie, donc ça ne servait à rien, Franck ? Alors non, Fabienne, il y a des raisons d'espérer pour l'Ukraine. D'abord, Volodymyr Zelensky prépare d'éventuelles négociations de paix à venir. Il peut faire valoir cette percée en Russie pour des échanges de territoire. L'armée ukrainienne a aussi fait des centaines de prisonniers, autre monnaie d'échange. Par ailleurs, Kiev espère convaincre enfin ses alliés qu'il faut lui donner l'autorisation de frapper en profondeur le territoire russe. Les États-Unis, vous le savez, l'interdisent toujours, mais des diplomates, des experts militaires assurent que les lignes bougent actuellement. Avec des missiles longue portée, l'Ukraine pourrait menacer les bases aériennes ou les dépôts de munitions de l'ennemi et redonner du sens à son offensive en Russie. Et merci beaucoup Franck Madvon, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Et le mardi, à 2 mois ou presque de l'élection présidentielle américaine, Hélène Chevalier traverse l'Amérique et partage ses rencontres. Hélène, au pays des 50 États. France Inter. We are Americans. Et Hélène, cette semaine, on part faire des courses avec Zelda. Oui, vous le savez, peut-être l'inflation est assez catastrophique aux États-Unis. J'avoue avoir limite fait un malaise lorsque j'ai rempli mes premiers caddies ici il y a un an. Pour vous dire, le prix des aliments a augmenté de 25% depuis la pandémie. Et ça fait partie justement des problématiques déjà abordées par les deux candidats. Comment diminuer le coût de la vie ? Direction le Maryland, un État dont la proximité avec la capitale Washington fait bondir les prix. Je vous emmène faire les courses donc dans un Costco, une institution ici. C'est une chaîne de supermarchés où les produits sont souvent moins chers, à condition de les prendre en grosse quantité. Vous retrouvez très rapidement avec 60 rouleaux de papier toilette ou 1 kilo de houmous. Et Zelda, je l'ai rencontrée alors qu'elle hésitait devant des brosses à dents électriques. Je pense que je veux plutôt enlever la plaque dentaire que les blanchir. Le dilemme de Zelda en ce lundi matin va rapidement être tranché. Que c'est cher. C'est vrai que 65$, c'est pas donné, d'autant qu'hier, elle a déjà dû renoncer à un simple bocal de sauce tomate à la supérette du coin. La sauce spaghetti coûtait 9$, alors qu'avant c'était vraiment pas cher. Des pâtes quoi. Mais maintenant, c'est plus du tout bon marché. Ici, ils en ont par boîte de 2. Je sais pas combien c'est, mais je suis sûre que c'est moins cher que ça. Allez, j'ai à peine le temps de lui accrocher un micro sur son débardeur et nous voilà partis à l'assaut des rayons. Allons chercher de l'eau. Oh, excusez-moi, je vais par là. Attention à vos pieds. Zelda sait exactement où elle va. Elle ne cherche que les promos. $16. Ah, mais c'est pas soldé. On va oublier l'eau de Javel à $16. En revanche, le lait super protéiné et le pesto, ça passe. Zelda a en tête tous les prix et dans son cahier, les dépenses prioritaires. Voici quelques-unes de mes factures. Ce sont celles que j'ai dû régler la dernière fois que j'ai été payée, par exemple. Parce que je suis payée quand je travaille, chaque jour, et non pas comme si j'avais un chèque à la fin du mois. Après, je décide de quoi je m'occupe en premier. Je note tout parce que je suis vieille. En fait, elle a 54 ans, mais je lui aurais facilement donné 15 ans de moins. Masseuse à son compte, ses revenus ont beaucoup baissé ces dernières années. Ils étaient plutôt confortables avant la pandémie. Zelda massait les salariés de grandes institutions internationales, mais avec le Covid, les bureaux se sont vidés et le télétravail a depuis tout changé. Zelda a bien maintenant un local, mais pas assez de clients. Elle s'est donc trouvé cet été un travail complémentaire dont elle me parle tout en soulevant un énorme pack d'eau. Tout ce que je fais, ce sont des massages. Mais je travaille dans un hôtel. Vous avez besoin d'aide ? On vient d'apprendre que l'hôtel allait réduire nos salaires. Nous sommes donc en conflit et c'est un vrai bazar. Mais la quinquagénaire garde le sourire et pourtant elle vient aussi de divorcer. Une 3e fois. Je ne sais pas ce qui m'impressionne le plus, ça ou la montagne de paquets de papier toilette qui nous entoure. Notre triple divorcée se retrouve donc à nouveau à vivre seule avec sa fille de 12 ans. Ma fille est en 5e dans un collège public et elle est... Oh, mais je croyais qu'ils étaient en promo. Voilà, le problème avec Zelda, c'est qu'on passe du récit de sa vie au prix des courses sans crier gare. On la laisse un instant avec ses bouteilles d'adoucissant pour un petit point économie. L'État où elle habite, le Maryland, et plus particulièrement le comté de Montgomery, est un des endroits où le coût de la vie est le plus élevé aux États-Unis. Ça impacte le prix du panier de courses, bien sûr, mais aussi celui du logement, 2 fois plus cher que la moyenne nationale. Zelda assume ce sacrifice, c'est l'assurance que sa fille aille dans une bonne école publique, même si son 3 pièces lui coûte un bras. J'ai un rabais pour faible revenu. Je paye $1 800, mais ça n'inclut pas le parking, qui est de $135
$, je crois. Et puis j'ai un chat, c'est donc $50 de plus tous les mois, donc près de $2000 par mois. Et c'est censé être un loyer pour revenus bas. Zelda le concède, ce serait beaucoup plus facile de retourner vivre là où elle est née, au Texas. La plupart de sa famille y habite et surtout le coût de la vie y est beaucoup plus abordable, mais ce serait incompatible avec ses idées politiques. Je vais être un peu mal polie, mais parfois je ne pense pas qu'ils aient tous leurs neurones. À Washington, n'importe quelle personne dans la rue sait quelque chose sur la politique et la comprend davantage. Mais au Texas, ils sont juste bombardés de fausses informations. Même avec ma mère, j'ai dû avoir une conversation avec elle quand Obama s'est présenté pour la première fois. Ma mère y était complètement opposée. Alors une petite précision, sa maman est afro-américaine et lesbienne. Et je dis quoi ? Ma mère disait « Oh, cet homme, nous ne le connaissons pas, cet homme noir ». Elle est entourée de toutes ces personnes qui disent la même chose. Elle ne faisait donc qu'écouter et répéter ce qu'ils disent. Et malgré son maigre budget, Zelda a fait un don pour la campagne de Kamala Harris. Elle est consciente que la candidate démocrate ne fera pas disparaître l'inflation par un simple coup de baguette magique. Il faudra plus de 4 ans pour y parvenir, c'est sûr, c'est juste la réalité. Et pour cette maman solo, la réalité c'est pour le moment de trouver cette promo sur la sauce pour spaghetti. Les voilà, $11 les deux, c'est bien mieux. Voilà, on est content pour elle qu'elle ait trouvé $11 les deux pour les spaghettis. Hélène Chevalier qui reviendra mardi prochain. Merci beaucoup.